peu moins de pluie, mais attention, arrivée de la perturbation par la Bretagne et le Cotentin, perturbation qui va nous encombrer pendant tout le week-end. Pour l'Europe, sachez qu'il neige à Helsinki, qu'il fait moins 6 degrés, qu'il fait 17 à Lisbonne et que demain vous embrassez les Geoffroy. Passez une très belle soirée sur notre chaîne. Au revoir. 21h30 sur France Info, bienvenue à vous si vous nous retrouvez. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à minuit pour décortiquer l'info. Il y en a ce soir, J-1 avant les élections américaines. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux. Nous parlerons également du 13 novembre. Demain, cellule de crise diffusée sur France 2. Les deux réalisateurs seront avec nous sur le plateau. La COP22, c'est en ce moment à Marrakech, quelques jours après les accords de Paris. On verra quels sont les objectifs. Et puis enfin, l'égalité salariale. Mesdames, depuis 16h34, on nous a demandé d'arrêter de travailler. Le mouvement a-t-il été suivi? Bienvenue sur France Info. « 21h31, bonsoir Clémence Delabaume. » Bonsoir Myriam. Normalement, je suis toujours à l'heure. Là, on est un petit peu de retard, désolé. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? Eh bien, les élections américaines, bien sûr. Évidemment. Le journal. Bonsoir à tous. À la une, le sprint final aux États-Unis, J-1 avant le scrutin et les deux candidats multiplient les meetings. Objectif, convaincre les derniers indécis alors que rien n'est joué. C'est inédit, l'Église demande pardon aux victimes de prêtres pédophiles. Aujourd'hui, des messes de repentance ont eu lieu un peu partout en France. Et puis, fin d'un vrai faux suspense, c'est le député européen Yannick Jadot qui portera les couleurs d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Et Yannick Jadot qui bat Michel Rivasi avec 54,25% des suffrages. Et on commence par les élections présidentielles américaines. J-1 avant le scrutin et les deux candidats enchaînent les meetings. Objectif, convaincre les derniers indécis alors que rien n'est joué. Les dernières heures de campagne avec Sylvain Lequesne. Pour son 575e et dernier jour de campagne, Hillary Clinton pose devant son avion avant d'entamer un marathon effréné de 4 meetings dans 3 États. Et pour convaincre les indécis, elle appelle désormais au rassemblement. Je veux vraiment être la présidente de tous les Américains, de ceux qui vont voter pour moi, mais aussi de ceux qui voteront contre moi. Parce que je pense que ces scissions, ces divisions qui ont été exacerbées par l'autre camp pendant cette campagne sont telles que nous devons vraiment aider ce pays à retrouver une véritable unité. Ultime coup de théâtre de cette campagne hier, le directeur du FBI a blanchi Hillary Clinton, accusé d'avoir envoyé des emails d'une messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Mais Donald Trump s'en moque. En Floride, il charge sa rivale et attise la théorie du complot pour combler son retard dans les sondages. Elle a menacé la sécurité nationale. Hillary Clinton est protégée par un système totalement truqué. Maintenant, c'est aux Américains de rendre justice dans les urnes demain, et c'est ce qui va se passer. Hillary Clinton et Donald Trump vont enchaîner en tout aujourd'hui 9 meetings dans 5 États, d'aéroport en aéroport pour grappiller les dernières voix et clore une campagne qui aura profondément divisé l'Amérique. Et dans cette dernière ligne droite, chaque vote a son importance. Vous allez découvrir à présent comment les équipes de campagne font pour cibler les derniers indécis. Envoyés spéciaux, Clément Le Goff et Chloé Cormery. Chaque vote compte, et pour eux, c'est la dernière ligne droite. Dans ce lotissement coquet sur la côte est de la Floride, ces militants traquent les indécis. Bonjour, je suis Carole du Parti démocrate. Est-ce que vous soutenez Hillary Clinton? Oui, je la soutiens. Et vous savez si Melissa aussi? Oui, mais elle n'est pas là. Et si Carole Swinburne sait exactement qui habite ici, c'est que ce porte-à-porte ne doit rien au hasard. Entre ses mains, une liste d'une vingtaine de personnes qu'elle doit convaincre d'aller voter. J'ai leur nom, leur adresse, leur âge, leur sexe, et s'ils sont enregistrés comme démocrates. De précieuses informations qui ont été collectées en amont, par téléphone notamment.
À la permanence du parti, une base de données répertorie tous ses électeurs potentiels et elle est actualisée chaque soir. Nous savons précisément qui sont nos électeurs et dans quelle maison ils habitent. C'est ciblé parce que nous voulons être certains que nos militants aillent exactement là où il faut pour convaincre. Leur objectif, aller sonner à la bonne porte pour envoyer le bon message à la bonne personne. Alors dans les États indécis comme la Floride, les partis démocrates comme républicains tentent d'avoir un maximum d'informations sur leurs électeurs. La course à la Maison-Blanche est aussi devenue une course aux données personnelles. De l'autre côté de l'Atlantique, direction Londres. Dans ses bureaux, l'équipe de Donald Trump a confié le ciblage de ses électeurs à cette société. Des scientifiques collectent un maximum d'informations sur chaque citoyen américain. À chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, vous laissez une donnée. On peut avoir une information sur vous. Pareil quand vous consultez des sites internet. En compilant ces données, on peut savoir par exemple quel magazine vous lisez, quel club de golf vous fréquentez, la voiture que vous conduisez. Des informations qui permettent aux équipes de campagne d'adresser des messages politiques ultra ciblés. Depuis quelques années ici, les campagnes électorales sont entrées dans une nouvelle ère. Demain, le vainqueur le devra en partie à des bases de données. Retour en France avec cette démarche inédite. L'Église demande pardon aux victimes de prêtres pédophiles. Aujourd'hui, des messes de repentance ont eu lieu un peu partout en France. Laurence Naon et Olivier Martin. Lourdes, placée sous le signe de la repentance. 125 évêques, les plus hauts dignitaires de l'Église catholique, tous réunis pour demander pardon aux victimes de prêtres pédophiles, pardon pour le silence coupable de toute une institution. Nous te demandons pardon pour notre manque de courage pour affronter le fléau des abus sexuels dans l'Église. Nous avons manqué de courage et de discernement nécessaires pour prendre les mesures de protection qui s'imposaient. Pour ces péchés, Seigneur Jésus, nous te supplions et nous implorons ton pardon. L'Église, touchée par les révélations en cascade d'affaires de pédophilie, dont sans doute la plus emblématique commise dans le diocèse de Monseigneur Barbarin. 70 scouts abusés par un prêtre. Muet pendant des années, le prélat des Gaules apporte aujourd'hui son soutien aux victimes. Jusqu'hier encore ici à Lourdes, j'ai parlé avec les victimes longuement. À chaque fois que je parle avec eux, ça me touche en profondeur. Ça remet en cause en tout et je me dis mais comment est-ce que de telles blessures peuvent-elles être guéries? Comment est-ce qu'on va pouvoir réparer tout cela? Cette victime d'abus sexuels juge un peu dérisoire cette journée de pardon à laquelle elle n'a même pas été conviée. C'est pas ça qui peut enlever, je pense, les blessures que les gens ont subies, que les personnes ont subies quand elles étaient enfants, parce que à quelque part, ce sont des personnes qui sont brisées. Et est-ce qu'une prière, est-ce qu'un recueillement peut arranger quelque chose? En ce qui me concerne, je dis non. C'est le pape François qui a demandé aux épiscopats du monde entier de faire pénitence, de briser ce tabou et de mettre enfin un terme au fléau de la pédophilie qui a trop longtemps secoué l'Église. Allez, de la politique, c'est donc la fin d'un faux vrai suspense. Europe Écologie Les Verts a son candidat pour la présidentielle et il s'agit du député européen Yannick Jadot. Yannick Jadot qui a été élu au deuxième tour de la primaire avec 54,25% des voix contre 40,75% pour Michel Rivasi. On termine avec le conflit social à Itélé, quatrième semaine de grève. Et pour la première fois, des syndicats de la rédaction ont été reçus par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. De son côté, le groupe propriétaire Vivendi a proposé de meilleures conditions de départ aux salariés souhaitant quitter la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout de suite Myriam.
Myriam El Khomri et Laurence Rossignol saluent le collectif Les Glorieuses. Ce collectif a appelé les femmes à cesser le travail aujourd'hui à 16h34. Elles souhaitaient dénoncer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Les ministres du droit, du travail et des droits des femmes affirment que le gouvernement lutte déjà contre le temps partiel. Le mi-temps serait responsable d'un tiers des écarts salariaux. Yannick Jadot sera le candidat d'Europe Écologie Les Verts pour l'élection présidentielle. Les électeurs l'ont préféré à Michel Rivasi. Il emporte cette primaire avec plus de 54% des voix. Un nouveau défi l'attend maintenant, trouver les 500 parrainages nécessaires pour sa candidature. Manuel Valls présente un plan pour faire revenir les touristes en France. Il a réuni ce soir à Matignon plusieurs ministres. Le secteur va très mal depuis les différents attentats qui ont touché le pays. L'accent est mis sur la sécurité. Plusieurs dizaines de millions d'euros seront débloqués. Un hommage militaire sera rendu mercredi à Fabien Jacques. Ce maréchal des logis-chefs a été tué au Mali vendredi. La cérémonie aura lieu aux Invalides à Paris en fin de matinée. Ce militaire appartenait au 515e régiment du train de la Braconne basé près d'Angoulême. La COP22 s'est ouverte aujourd'hui à Marrakech au Maroc. Cette conférence où les dirigeants du monde entier doivent parler réchauffement climatique. Une rencontre qui arrive un an après l'entente historique signée à Paris. Les participants doivent maintenant se mettre d'accord sur la mise en œuvre de cet accord. Cette conférence de Marrakech sera centrée sur le continent africain. France Info. Cellule de crise quand la France vacille. Un documentaire exceptionnel présenté par David Pujadas qui sera sur France 2 demain en première partie de soirée. Bonsoir Michael Gage, Caroline Benaroche, j'aurais dû d'ailleurs commencer par vous. Vous êtes les deux réalisateurs de ce documentaire qui retrace heure par heure ce qui s'est passé ce 13 novembre, le Stade de France, les terrasses, le Bataclan. Vous retracez aussi le cheminement, la coordination des différents agresseurs, mais aussi les failles, les retards, les problèmes que rencontrent les forces de l'ordre, le SAMU, les renseignements. C'est très étonnant à regarder. Comment on peut expliquer cette cacophonie, ce problème d'organisation ce soir-là entre les différents services des forces de l'ordre en France? Écoutez, assez simplement, en moins d'une demi-heure, 3 commandos vont attaquer donc quasiment simultanément le Stade de France, 6 terrasses et le Bataclan. On comprend bien que pour les forces de l'ordre, il est à ce moment-là très difficile de se coordonner en un minimum de temps, en moins d'une demi-heure. Et le travail qu'on a essayé de mener, en fait, c'est de comprendre, de donner à comprendre comment la machine d'État avait encaissé le choc, comment avaient répondu les premiers policiers à intervenir, les secours, les forces d'intervention, mais aussi comment ça avait réagi au sommet de l'État dans les cellules de crise qui se mettent effectivement très vite en branle. Et on a essayé de voir, d'apporter de nouveaux éléments sur ce qui avait fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Alors pendant ce temps-là, quand certains groupes d'intervention attendent des avals pour pouvoir intervenir, que certains chemins sont bloqués, eh bien il y a des individus, des héros. On peut appeler ça comme ça. Ce commissaire, c'est dans votre document, on va le regarder tout de suite, qui avec un équipier va décider tout seul avec sa petite arme de rentrer dans le Bataclan pour intervenir. On regarde et puis on en parle juste après. Un commissaire et son coéquipier ont été alertés par les messages radio. Ils sont devant les portes du Bataclan. Je suis dans le Bataclan, plusieurs dizaines de morts. Individus retranchés à l'étage certainement, qui font toujours peu. Plusieurs dizaines de morts. On est à 2, en difficulté à progresser. De leur propre initiative, le commissaire et son collègue entrent jusqu'au niveau du bar. Ils voient Sami Amimour sur la gauche de la scène qui met en joue un jeune homme. Amimour repère le commissaire. Il lui lance « Casse-toi, casse-toi enfoiré ». Le commissaire et son collègue sont à 25 mètres du terroriste. Ils tirent 4 coups. Le terroriste s'effondre. L'otage a le temps de s'enfuir avant que la ceinture explose. Un terroriste abattu sur le Bataclan, a priori, dans cette épine de monde également. On continue à progresser. On salue le sang-froid des forces de l'ordre. Et puis on voit ces écoutes, ces messages radio entre policiers. Est-ce que vous pouvez nous dire
comment vous avez réussi à les avoir? Et puis, autre question, est-ce que les policiers frustrés de ne pas pouvoir intervenir comme ils l'auraient voulu au moment où ils le voulaient, est-ce qu'ils avaient envie de vous dire des choses? Ils avaient envie de témoigner sur ce qui s'est passé ce soir-là? Alors d'abord, sur la première partie de votre question, effectivement, c'est délicat pour nous de vous dire comment on a réussi à se procurer ces documents. En revanche, effectivement, quand on les a écoutés pour la première fois, ça nous est apparu évidemment comme un document assez exceptionnel parce qu'il témoigne de plusieurs choses. Il témoigne à la fois de la grande confusion, du chaos dans lequel sont plongées les forces de l'ordre, combien de sites attaqués, qu'est-ce qui se passe exactement. Ils n'arrivent pas à y voir clair, ils sont dans le brouillard. Ouais. Ces documents, ils montrent ça. Il montre également la mobilisation très importante des policiers de Paris et des policiers de la banlieue qui convergent vers les sites des attaques. Mais vraiment, on s'est assez largement appuyé sur ces documents puisqu'ils apportent des éléments très nouveaux et très éclairants. Et pour vous dire, ce commissaire-là n'a attendu aucun ordre. Il est rentré d'initiative. Et en fait, on s'est rendu compte que de nombreux policiers, cette nuit-là, sont intervenus par eux-mêmes, sans attendre d'ordre et assez courageusement. Et ont sauvé des vies. Alors, on sait que le Bataclan a réouvert ses portes ce week-end. A priori, personne n'a pu rentrer dans l'établissement. Comment vous avez pu reconstituer? Là, c'est de la 3D, c'est extrêmement précis. On a fait appel à un architecte qui a reconstitué très minutieusement la salle du Bataclan. Il a pu rentrer dans la salle du Bataclan justement pour, avec un carnet, un crayon et son ordinateur quand même aussi, prendre toutes les cotes et reconstituer très très précisément cette salle. Alors c'est pas juste un effet de style ou un effet tout court, c'est très important pour certaines scènes, certains moments décisifs et notamment ce qui se passera dans le petit couloir où les terroristes vont retenir une douzaine d'otages jusqu'au bout. C'est un couloir très étroit et effectivement avec le travail de 3D qui a été fait notamment par les équipes de Brainworks, la société de production vraiment on comprend, et on essaye en tout cas, de donner à comprendre précisément ce qui s'est passé. Alors, vous retracez le cheminement des terroristes, des attaques, les forces de l'ordre, et puis l'après. Le lendemain, le début de l'enquête, et puis ce témoignage incroyable qui va permettre évidemment de peut-être stopper ces tueries d'une jeune femme que vous avez décidé d'appeler Sonia, qui va elle-même aller au commissariat de police pour témoigner. Et c'est grâce à elle, notamment, qu'Abaoud pourra être neutralisé. On regarde et puis on en parle. Dans les bureaux de la sous-direction antiterroriste, une jeune femme a demandé à parler aux enquêteurs. Nous l'appellerons Sonia. Elle affirme avoir rencontré Abdelhamid Abaoud avec une de ses amies, Asna Haït Boulassen. Le terroriste le plus recherché d'Europe et son complice se cacheraient dans un buisson à proximité de Paris, sous une voie de chemin de fer. Sonia raconte que la veille au soir, son ami reçoit un coup de téléphone de Belgique. Un homme les guide jusqu'à Aubervilliers. L'ami a pour consigne de dire 10-10 à voix haute. Un homme sort alors des buissons. Abdelhamid Abaoud est sale. Il allait très fatigué. Devant les deux jeunes femmes, il confirme être l'auteur des attentats. Il précise être venu en France pour s'assurer de la bonne conduite des attaques. Il se vante d'avoir une autre cible en tête. Il a prévu d'attaquer le centre d'affaires de la Défense 3 jours plus tard. Alors, ce qui est aberrant, c'est que cette jeune femme est aujourd'hui en danger. En effet, parce qu'en fait, en France, on n'a pas encore de véritable politique pour permettre à ces gens qui témoignent courageusement de vivre, enfin de changer de vie, si vous voulez. Autant aux États-Unis, il y a une véritable protection des sources qui est mise en place, où on peut changer de nom, changer d'État. En France, c'est pas encore le cas, et du coup, Sonia vit aujourd'hui cachée. Et là, c'est ce que vous dit Caroline, juste d'un mot, c'est pas juste une interprétation, c'est ce que nous disent nos sources, notamment nos sources des services de renseignement, et ce sont des sources qui ont été très précieuses, notamment pour raconter toute cette partie d'enquête qui est incroyable, qui est très dramatique et à la fois qui est une forme de polar en fait, et qui nous emmène jusqu'à l'assaut que le raid a mené à Saint-Denis, et qui est aussi une partie importante du film. Bien sûr. Alors,
Justement, au cours du film, vous essayez de voir et de nous expliquer ce qui a changé. Quelles sont les leçons que la France, que les forces de l'ordre ont tirées de ce 13 novembre? Vous parliez au début du tir de ce fameux commissaire. Jusqu'à présent, il faut savoir que les primos intervenants, donc les premiers policiers à arriver sur un site, devaient finalement sécuriser les lieux et ne pas intervenir. Ils devaient attendre l'intervention des forces spécialisées comme la BRI ou le RAID. Eh bien, aujourd'hui, cela a changé. Ils doivent eux-mêmes intervenir tout de suite, sans attendre ces forces spécialisées. Merci, rendez-vous demain soir, cellule de crise, France 2, 20h55. Merci Caroline Benaroche. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne verra peut-être pas le jour. Le rapporteur public a demandé aujourd'hui l'annulation d'arrêtés autorisant les travaux de construction de cet aéroport. Il est question de possibles problèmes écologiques. Ce qui inquiète les partisans à la construction de cet aéroport, car l'avis du rapporteur est souvent suivi. La décision de la Cour est attendue sous 15 jours. iTélé entre dans sa 4e semaine de grève. Les salariés ont voté à 82% pour la poursuite du mouvement social jusqu'à demain midi. Cela fait 22 jours consécutifs que les grévistes ont cessé le travail. Les salariés ont été reçus aujourd'hui par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. J-1 avant les élections présidentielles américaines. Hillary Clinton et Donald Trump se lancent dans les dernières batailles. Dernier meeting pour les deux candidats à la Maison-Blanche. Objectif, convaincre les indécis. Donald Trump continue les déclarations polémiques. Pour le candidat républicain, sa victoire sera la fin des établissements corrompus de Washington. Et puis presque un an après les attentats du 13 novembre, des avocats du barreau de Paris demandent la prise en compte du préjudice d'angoisse. C'est la conscience d'avoir été dans un danger de mort pendant les attaques. Contrairement à d'autres catastrophes, ce préjudice n'est pas retenu pour les victimes de ces attentats. Et justement, un hommage sera rendu aux victimes de ces attentats lors du match de football qui se jouera au Stade de France ce vendredi. La France affrontera la Suède. Un match qualificatif pour la Coupe du Monde. La Fédération française de football a annoncé qu'une minute de silence sera respectée avant la rencontre. France Info. Les migrants volent-ils les logements des plus démunis, des sans-abri? On entend tout et surtout n'importe quoi sur les ondes, sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est l'instant détox. Julien Pain est allé voir si vous étiez sensible à ce genre de phrases. On regarde. Peut-être le meilleur pour les respédier chez eux puis faire construire là-bas en Irak.